On a une question de Delphine, une téléspectatrice strasbourgeoise par rapport à la banque. Bonjour, c'est Delphine de Strasbourg et je suis secrétaire dans une association. J'avais une question à propos des frais bancaires. Est-ce que lorsqu'une agence perd votre carte bleue avant de vous la remettre, le renouvellement est payant? Est-ce qu'on a des frais supplémentaires à payer? Voilà, c'était ma question. Bonne journée, merci. Alors, je pense qu'on a une petite idée de la réponse, mais quand même, on va demander à un avocat, est-ce que si la banque perd notre carte, on a des frais supplémentaires? Alors, du moment qu'on arrive à démontrer, justifier effectivement qu'il s'agit d'une faute de la banque, qu'elle ne nous a pas remis la carte en temps et en heure voulu, là, évidemment, il y a moyen de discuter avec elle pour éventuellement annuler les frais de renouvellement, dans l'hypothèse où effectivement ces frais, comme c'est le cas très souvent, sont prévus dans la tarification de la banque. Et dans cette hypothèse, le mieux, ce serait d'en discuter avec... Alors justement, on a toujours l'impression qu'il faut discuter avec la banque, même lorsqu'on est dans son bon droit, ce qui parfois est assez énervant. Parce que si la banque a perdu notre propre carte, déjà c'est de sa faute, mais en plus, nous, on a peut-être besoin de la carte, donc on a du coup des frais supplémentaires, on a peut-être emprunté de l'argent à quelqu'un pour ce qu'on ne veut pas. Il y a un préjudice quand même. Et là, c'est pareil, il faut en discuter aussi, alors qu'on est dans notre bon droit. Oui, absolument, parce qu'il y a des automatismes, il y a des process qui sont automatisés au niveau de la banque, de l'envoi de la carte, du renouvellement, de la mise en recouvrement de certains frais. Et donc, pour arrêter ces process qui sont automatisés, il faut se signaler auprès de son conseiller. Donc, il faut en discuter, il faut expliquer les circonstances. Et à partir de là, il y a une démarche qui est faite en interne auprès de la banque, donc pour réduire les frais, les supprimer ou donner d'autres avantages financiers ou économiques aux clients. Alors, les frais bancaires, on en parle beaucoup. À quoi correspondent-ils? Tout de suite, en images, un peu plus d'explications. Vous entendez ce bruit? C'est peut-être votre banque qui encaisse tous vos frais bancaires. Le genre de surprise désagréable qu'on a tous eu sur notre compte. Mais alors, pourquoi? Installez-vous confortablement pour comprendre la logique des banques. Vous confiez vos revenus à un expert qui va vous aider à gérer votre argent en fonction de vos besoins. En contrepartie, la banque se rémunère avec des frais en piochant sur votre compte pour services rendus ou incidents comme les découverts ou les rejets bancaires. Vous comprenez mieux maintenant? Non. Non? Eh bien, retenez juste que vous devez être averti en amont en cas de prélèvement de frais. Sauf que si vous aviez lu le petit papier que vous avez signé en ouvrant votre compte, vous sauriez que c'est une convention de compte où sont inscrits tous les tarifs de vos frais bancaires. Vous sauriez aussi que vous avez autorisé votre banque à vous prélever. Quand on vous dit qu'il faut toujours lire les petites lignes avant de signer, en fait, la seule obligation d'une banque est de vous prévenir d'un changement de tarif. Alors, on vous explique quand même comment ça marche. Il y a deux catégories de frais bancaires. Les frais de service. Merci, monsieur le banquier. Et les frais d'incident sur un compte. Désolé, j'avais pas vu mon découvert. Pour les frais de service, le montant est libre. Pour les frais d'incident, ils sont plafonnés et peuvent vous coûter entre 20 et 50 euros. Les frais de découvert, eux, peuvent aller jusqu'à 80 euros par mois quand même. De quoi peser sur votre budget. Alors, un conseil, gardez un œil sur vos comptes et soyez sympa avec votre conseiller. Alors régulièrement, on nous annonce des lois de protection, de limitation des frais au niveau des frais bancaires. Du coup, on pense que le problème est réglé. Et cependant, ça ne nous empêche pas de recevoir sur nos relevés de compte des lignes où il y a marqué intérêt/frais avec une somme. Et on ne sait absolument pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça, tout d'abord, c'est légal? Et comment ça se fait que ce soit présenté comme ça? Alors, disons que ça dépend un peu de la pratique de chaque banque. Mais dernièrement, on constate au niveau de la législation un renforcement de l'obligation des établissements de crédit d'être plus transparents vis-à-vis de leurs clients. Que ce soit au niveau des services, des frais de service qui ont été mentionnés dans le reportage, donc c'est la grille tarifaire de la banque qui vous est donnée avec votre convention de compte lorsque vous ouvrez pour la première fois un compte dans une banque et qui vous permet d'avoir une idée sur l'ensemble des coûts que vont représenter les produits et services que la banque va vous offrir. Et également, les frais pour incident, ce sont des frais spécifiques lorsque justement il y a un dysfonctionnement dans votre compte, au niveau des différents produits que vous avez souscrits. Et là, c'est pareil, c'est une information qui doit être portée à la connaissance du client. Normalement, depuis quelques années, on constate un renforcement de cette règle de transparence qui oblige les banques non seulement à harmoniser la terminologie utilisée pour les frais qu'elles prélèvent et les types de services. C'est un courant qui découle un peu de la réglementation européenne dans son ensemble, mais également à adopter les mêmes types de libellés
ne serait-ce qu'entre les différentes banques françaises, pour vous permettre à vous, si vous souhaitez comparer des postes comparables. Mais justement, vous avez parlé de contrats qu'on signe au début, effectivement. Oui. On signe un contrat, on rentre dans une banque, on va avoir notre carte, un truc. Nous, quand on signe un contrat, on s'engage à faire quelque chose sur la durée. La banque, on a l'impression que 6 mois après, elle nous envoie un mail en disant « mes tarifs ont changé » et puis nous, on est obligé de les accepter comme ça. Alors oui et non. Oui, dans le sens que la banque est libre de changer ses tarifs, donc il n'y a aucune interdiction à ce niveau-là, mais non, elle ne peut pas vous l'imposer sans votre consentement. C'est-à-dire qu'il y a une règle très précise, en cas de modification de n'importe quelle stipulation de votre convention de compte, y compris le poste des frais bancaires, elle doit vous soumettre cette modification 2 mois avant l'entrée en vigueur envisagée. Et donc, dans ce laps de temps, vous avez la possibilité de réagir en disant « oui, j'accepte » ou « non, je n'accepte pas ». Auquel cas, si vous n'acceptez pas, vous avez également la possibilité, mais pas l'obligation, de résilier gratuitement votre convention et d'aller voir éventuellement dans une autre banque. Alors, attention, c'est un des seuls cas de figure prévus par la loi où, lorsque vous ne réagissez pas dans le délai de 2 mois, vous êtes supposé avoir accepté le changement. Ça veut dire que le laps de temps entre le moment où on voit le petit message dans notre boîte mail, application bien cachée, et le temps d'aller voir d'autres banques pour être sûr qu'on peut avoir quelque chose de moins cher, en gros, les 2 mois, c'est quand même très court. Ça peut paraître court. Alors, l'idée, c'est que la banque vous informe de manière bien visible, parce qu'évidemment, on peut imaginer derrière qu'elle veut se prémunir contre tout risque, justement, de contestation de la part d'un client qui aurait dit « mais vous n'avez pas porté à ma connaissance cette information ». Important. Donc, elle va essayer de le mettre de manière évidente sur le site. Par l'envoi, le cas échéant, mais ça dépend un peu de la pratique de chaque banque, d'un courrier spécifique qui vous informe qu'il y a une modification qui va intervenir, et par l'envoi de courriel, effectivement. C'est vrai que les rapports avec la banque ont changé ces dernières années. Il y a une concurrence des banques numériques, et cependant, quand on va voir son chargé de clientèle, on a l'impression aussi de parler parfois à un ordinateur, hein, c'est-à-dire d'avoir des réponses qui sont très stéréotypées et qui ne correspondent pas à nos problèmes. On n'y comprend pas grand-chose. Est-ce qu'il y a des associations qui nous aident? Est-ce qu'il y a des structures qui se mettent en place? Ou est-ce qu'on doit passer par un avocat lorsqu'on a un problème avec sa banque? Alors, effectivement, ça dépend du problème. Si c'est véritablement un problème qui est quasiment du précontentieux, on sent qu'il y a un litige, là, vous avez plusieurs façons de procéder. Il est absolument nécessaire dans un premier temps, et malheureusement, effectivement, si parfois les relations peuvent être tendues entre le conseiller bancaire et son client, c'est tout de même de parler avec la banque, de commencer par les différentes étapes, à savoir discuter avec le responsable conseiller de votre compte et le cas échéant le directeur de l'agence, si c'est une succursale, avant progressivement de monter en puissance, si on peut dire ainsi. Ce qu'on recommande avant de saisir un avocat ou le cas échéant une association de consommateurs pour avoir plus de visibilité sur les moyens d'action qu'on a à l'encontre de la banque, c'est d'épuiser tous les recours dits amiables. Et donc, ça comprend de discuter avec le conseiller, le cas échéant son directeur d'agence, et éventuellement ensuite il y a la possibilité bien évidemment de saisir le médiateur bancaire, qui est une institution qui a été créée il y a quelques années et qui est là pour rapprocher la banque et son client par rapport à un problème qu'il peut y avoir dans la relation, que ce soit pour les tarifs, pour des services rendus, non rendus, une bonne exécution d'une demande ou quoi que ce soit d'autre. Parce que la problématique que beaucoup de monde, je pense, a déjà rencontrée, c'est ces petites sommes qui sont... alors, les particuliers ont ça, les petites entreprises, les artisans, c'est encore plus parce qu'ils sont taxés sur les flux. Et là, c'est quelque chose de totalement... c'est un peu la roulette russe, on ne sait jamais à la fin du mois comment ils vont être mangés. Mais pour ces petites sommes, on n'ose pas aller voir une association, on se dit 10 € par-ci, 10 €. On n'a pas le temps, c'est même pas rentable pour certaines de personnes. Là, comment ça se passe? Il n'y a pas des structures juridiques ou des règles qui sont plus compréhensibles du grand public? Je dirais que non, la loi ne distingue pas par rapport à ces demandes portant spécifiquement sur des petites sommes. La loi peut distinguer en fonction est-ce que la personne qui est dans le besoin est en situation de fragilité financière ou pas spécialement. Là, il y a des moyens éventuellement d'obtenir quelque chose de la part de son banquier. Mais par rapport au montant de la demande, non, la loi ne distingue pas spécifiquement une action. Après, c'est si vous allez... Parce qu'on a l'impression qu'elles en profitent sur ces petites sommes où ils savent qu'on ne va pas réclamer, où ils savent qu'on ne va pas perdre 2 heures à aller chercher des explications. Maintenant, il y a une autre chose, c'est souvent on veut quitter sa banque, mais on a des prêts immobiliers. On a un prêt pour la voiture, on a un prêt à la consommation. Comment ça se passe? Comment on peut quitter sa banque?
Alors, pour quitter sa banque, c'est pareil. Il y a un dispositif qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle la mobilité bancaire. C'est un petit peu, pour donner une image comme ça de comparaison, c'est comme lorsque vous changez d'opérateur téléphonique. Vous avez la portabilité du numéro de téléphone. Quelque chose de similaire dans son esprit a été créé pour la banque, lorsque vous voulez changer de banque, pour vous faciliter les démarches, notamment lorsque vous avez mis en place des prélèvements pour vos créanciers, pour des abonnements divers et variés, ou des virements permanents. Ce sont donc un mécanisme qui vous permet... Alors, il est ouvert uniquement aux personnes physiques et qui agissent pour des besoins personnels, donc pas dans le cadre professionnel. Mais si on a un prêt immobilier, par exemple, est-ce qu'il y a une portabilité du prêt immobilier dans une autre banque? Non, le dispositif n'est là que pour vous faciliter le transfert de votre compte de base, la convention de compte sur lequel sont rattachés des virements ou des prélèvements. Et donc, la banque va faciliter ces démarches pour transférer ces prélèvements ou ces virements auprès de la nouvelle banque. Du coup, avec tous les produits annexes, les prêts annexes, on devient un peu prisonnier, non? Non, effectivement, tous les autres produits qui sont soit des produits d'épargne réglementés, les PEA, les PEL, ce genre de produits, ou donc les crédits que vous avez mis en place, là, il faudra négocier au cas par cas. Avec la banque de départ, votre ancienne banque, avec la banque d'arrivée. Et pour les crédits, malheureusement, il faudra discuter avec votre nouvelle banque si elle souhaite racheter votre crédit. Dernière question avec une réponse très courte. Est-ce qu'on peut changer son compte courant de banque tout en laissant les crédits à la banque initiale? Absolument. Si vous êtes en bon terme avec votre banque de départ, bien sûr. Ah, ça veut dire quand même que la banque de départ nous donne l'autorisation. On est quand même obligé de domicilier son salaire alors chez eux si on a un prêt. Disons qu'elle ne va pas vous forcer puisque vous avez souscrit un prêt chez elle, donc elle a intérêt à vous garder. Sauf si vous avez des incidents à répétition, auquel cas elle peut éventuellement vouloir en profiter pour proposer à son confrère de racheter ce prêt. En tous les cas, merci pour toutes ces réponses et j'ai l'impression qu'on aura encore besoin de vous puisque les problèmes avec les banques, c'est quelque chose d'assez récurrent.